Hop. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à l'organisation. C'est effectivement la deuxième édition de ce Web3 Security Summit à Lille. Juste très rapidement, donc, on va avoir une première table ronde suivie d'une autre keynote de Coinbase. Et cet après-midi, on aura deux autres tables rondes, également une keynote. Les deux tables rondes donc, concerneront Beyond Finance, c'est-à-dire que quand on parle de blockchain, c'est vrai qu'on parle essentiellement de finance, de paiement, mais il y a aussi d'autres cas d'usage, donc on en parlera. Et on aura également une table ronde sur ce que représente la sécurité, à la fois en termes financiers au niveau des risques, mais aussi d'opportunités business. Mais donc, pour démarrer ce matin, on a la chance d'avoir deux speakers pour parler donc de la conservation des actifs numériques, qui est un enjeu fondamental. Juste pour redonner un peu de contexte, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, les gens achetaient des crypto-actifs et il y avait beaucoup d'intermédiaires, notamment des plateformes, et ils les stockaient dessus. On voit aujourd'hui que la conservation est de plus en plus un sujet majeur parce que le secteur se développe, il y a de plus en plus d'actifs à protéger. Donc on va parler de tout ça. Il y a différentes technologies, il y a différentes manières, il y a des bonnes pratiques. Donc, merci beaucoup Thibaut et Gazi d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez juste rapidement vous présenter et puis après on va démarrer la discussion, sachant qu'on va se garder au moins 10 minutes de questions-réponses à la fin de la table ronde. Merci Raphaël. Donc Thibaut, je suis le directeur de la sécurité à Defense. Defense, c'est une entreprise d'infrastructure dans la blockchain qui permet de créer des wallets et de signer des transactions et de les broadcaster sur différentes blockchains. Donc au bas niveau, on sécurise des clés privées en utilisant différentes technologies, on va en discuter. Puis après, on fournit des API plus haut niveau pour s'interfacer facilement avec le monde de la blockchain. Et Razi, donc je m'occupe des partenariats chez Zama. Donc Zama, c'est une boîte qui permet d'ajouter de la confidentialité sur les blockchains publiques, privées aussi. Donc l'idée derrière notre librairie, c'est de pouvoir coder en Solidity, de transformer tout type de données sur Solidity en données chiffrées, donc encrypted integer, encrypted boolean, etc. Et de manipuler ces données chiffrées sans avoir à les déchiffrer. Donc les validateurs sont capables d'exécuter un code de manière complètement publique sans vraiment voir les données sous-jacentes, les données en clair sous-jacentes. Ok, merci beaucoup. Effectivement, on va essayer de bien parler dans les micros pour que tout le monde nous entende. Et donc moi, Raphaël Bloch, je suis journaliste depuis 10 ans. Ça fait 9 ans que je travaille sur les sujets liés aux actifs numériques et à la crypto. Après avoir travaillé chez Reuters et aux Échos, j'ai cofondé de Bigwell. On va bientôt fêter nos 3 ans. Et voilà, on est spécialisé dans tout ce qui est recherche sur les actifs numériques. Thibaut, première question assez large. Et après, évidemment, il y en aura des beaucoup plus précise sur en fait l'importance de la conservation des actifs numériques. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? C'est un enjeu qui est financier, qui concerne l'adoption, qui concerne la sécurité. Pourquoi on en parle autant? Alors, en fait, je pense que déjà, originellement, c'est de là que vient le mouvement de la blockchain, le white paper de Satoshi, qui a quand même été créé à la suite de la faillite bancaire de 2008, où on se disait, on a maintenant avec la cryptographie asymétrique, sans doute la capacité d'avoir un système où un individu a la capacité de conserver ses actifs numériques sans sans dépendre d'un tiers de confiance, parce que si ce tiers de confiance finalement fait faillite, on a vu qu'il y a beaucoup qu'on peut perdre, on peut perdre l'accès à ces fonds. Donc c'est parti de là et c'est vraiment ça qui a créé toute cette dynamique au début, dynamique qu'on appelle cyberpunk et tout ça. Et donc voilà, il y a eu une prise de conscience et je pense que aujourd'hui les gens comprennent que c'est important d'avoir accès à ces fonds et de pouvoir y avoir accès même si toutes les infrastructures derrière ne fonctionnent plus ou si le système ne fonctionne plus. Par contre, la bonne problématique, une grosse problématique derrière, c'est la sécurité
et finalement l'assurance qu'on a qu'on va pouvoir garder ces fonds d'une manière sécurisée. Et donc voilà, c'est là où ça devient intéressant dans le monde d'aujourd'hui. C'est là où il y a d'autres solutions, où il y a des solutions qui existent, on va en discuter pour décentraliser la confiance qu'on peut avoir. Mais on est passé d'un modèle où on ne veut plus avoir la confiance d'une seule entité, parce que si cette entité disparaît, ben, nous, ça nous impacte directement. Au début, on était là, c'est chaque individu qui peut sécuriser ses fonds. Mais en fait, ça, c'est un vrai problème, parce qu'on voit plein d'arnaques. Je ne vais pas demander à ma grand-mère d'écrire sur une feuille 12 mots et lui dire si tu perds tous ces mots, tu vas perdre. En tout cas, pas toutes les grand-mères. Voilà. Oui, ça dépend. Hein. Enfin, en tout cas, pas la mienne. Et donc voilà. Maintenant, je pense que le Web 3 est dans cette phase où on se demande, on est en train de créer des solutions technologiques pour pouvoir garder cette notion initiale d'ownership, tout en gardant la confiance qu'on peut avoir qu'on ne va pas se faire voler tous nos actifs parce qu'on a perdu une clé, parce qu'on a perdu un bout de papier, ou parce que notre maison a brûlé et que notre clé hardware qui sécurisait nos fonds était... Et alors justement, rentrons plus directement dans le sujet. Donc il y a plusieurs technologies qui permettent d'assurer cette conservation. C'est vrai qu'on est parti initialement de quelque chose qui était plus de la self-custody, c'est chacun conserve pour lui-même ses actifs, et notamment à l'époque son Bitcoin. Aujourd'hui, on parle donc de HSM, de MPC. Est-ce que juste on peut avoir un petit panorama des 2-3 grandes technos utilisées pour conserver des actifs numériques? Alors effectivement, comme j'ai dit, la technologie de base pour conserver les actifs numériques, c'est une feuille de papier où on écrit 24 mots sur cette feuille de papier. Bon, mais ça ne marche pas, comme on l'a expliqué. Donc derrière, les solutions technologiques existent. Il y a donc les HSM, donc Hardware Security Module. C'est des choses qui sont éprouvées, que les banques, par exemple, utilisent depuis maintenant des années et des années, qui ont des bons process et des bons frameworks pour que leur sécurité soit certifiée. Qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est un ordinateur qui est très sécurisé. Et donc, même si quelqu'un arrive d'une manière physique et essaye d'attaquer cet ordinateur, ça sera très, très compliqué d'extraire les secrets de cet ordinateur. Mais c'est une box qui détient les clés privées et qui permet de faire des signatures. Ça, c'est les HSM. Donc, c'est intéressant. Quand vous êtes une banque, par exemple, vous êtes content de savoir que vos clés privées sont sécurisées dans un endroit et vous pouvez ajouter toute la sécurité physique et le monitoring par-dessus. Ça fonctionne bien. Et c'est vous qui avez l'ownership, c'est vous qui même physiquement, vous pouvez voir où sont vos clés. Pour votre compte et pour le compte de vos clients. Voilà, pour votre compte, pour le compte de vos clients. Effectivement, on pourra en parler après. Et après, il y a des solutions technologiques qui viennent par-dessus, notamment sur lequel travaille Zama pour permettre d'avoir le end user, donc l'utilisateur retail final, d'avoir accès à ses secrets d'une manière non-custodial. Mais voilà, ça c'est pour une banque, une institution. Une autre partie, c'est le MPC. Multi-party computation, si vous étiez à la présentation juste avant, ça a été discuté. Donc là, le modèle de sécurité est différent, c'est-à-dire on se dit, on a envie d'enlever, ça s'appelle le single point of failure, c'est-à-dire on a envie d'enlever la possibilité de pouvoir hacker la clé privée d'une manière instantanée. Donc en fait, dans le multi-party computation, la clé privée n'existe jamais à un seul endroit au même moment. C'est pas que la clé existe et après elle est cassée en plusieurs morceaux. Elle n'existe jamais à un seul endroit, au même endroit, au même moment. En fait, il y a des signers et ça c'est aujourd'hui principalement implémenté d'une manière pure software. Donc il y a des logiciels qui tournent et chaque logiciel génère une key share. Et donc après vous pouvez dire j'ai besoin, je crée un cluster de 5 key shares. Et j'ai besoin de 3 signers key share qui soient honnêtes pour pouvoir signer une transaction sur la blockchain.
Et donc là, le modèle de sécurité est un peu différent, c'est-à-dire que vous décentralisez la sécurité et vous décentralisez la confiance. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je déploie un signer dans ma banque et puis j'ai un signer qui est déployé chez un partenaire de confiance et un autre signer chez un autre partenaire de confiance. Et il faut hacker ces 3 institutions pour pouvoir hacker les fonds. Ça permet d'avoir des modèles d'ownership un peu plus flexibles. Et c'est ce que vous développez chez Defense, c'est bien ça? Alors à Defense, on a la technologie MPC. On a commencé avec la technologie MPC. Et maintenant, on a aussi la technologie HSM, et donc ça permet de créer des wallets, de dire j'ai envie de créer mon wallet dans un cluster MPC ou j'ai envie de créer mon wallet dans un HSM. Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont rentrées dans ce secteur. Il y a des besoins. Alors, ce que vous venez de nous décrire finalement est adapté. Alors après, il y a des choix à faire, effectivement, entre HSM et MPC. Mais ça concerne plutôt effectivement les entreprises. Pour les particuliers, on est sur d'autres solutions, typiquement avoir son Nano Ledger ou d'autres choses comme ça, non? Il y a différentes courants de pensée, on va dire, qui deviennent limite philosophiques là-dessus. Donc initialement, ce mouvement cyberpunk, c'était vraiment avoir une clé Ledger et détenir la clé Ledger pour avoir l'ownership de ces assets. Comme je l'ai dit, ça peut créer des problèmes si on perd sa clé Ledger, si on se fait voler sa clé Ledger, si on se fait couper un doigt et qu'on nous demande le code PIN de sa clé Ledger. Il n'y a plus rien qui tient à ce moment-là. C'est-à-dire les hackers, ils ont accès à votre clé privée et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de policy. Il n'y a pas, comme votre banque va vous demander une deuxième validation et tout ça, ça fonctionne plus parce que vous avez la capacité d'avoir le secret qui vous permet de signer des transactions sur la blockchain. Et donc, on essaye, il y a une vraie demande retail d'essayer d'évoluer vers une solution où on a toujours l'ownership, une certaine partie de l'ownership de ces digital assets, mais sans avoir cette problématique de dire si je perds un élément essentiel, je perds accès à tout. Donc ça s'appelle principalement, le buzzword en ce moment, c'est le confidential computing et le zero trust. Mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est que vous demandez à des providers techniques comme Defense de déployer des infrastructures et de donner à l'utilisateur final un token, une manière de s'authentifier sur cette infrastructure pour pouvoir avoir accès aux secrets, aux clés privées de la blockchain, pouvoir signer des transactions. Et en fait, le Zero Trust fait que même nous, à Defense, en tant que technical, en tant que provider technique, on n'a pas la capacité d'accéder à ces clés privées si on n'a pas l'autorisation de l'utilisateur. Donc ça fonctionne avec des enclaves sécurisées, du confidential computing, pour pouvoir donner des protections qui fait qu'on a besoin de l'autorisation de l'utilisateur pour y accéder. Voilà, donc ça crée un modèle un peu hybride qui est, je pense, plus adapté ce vers quoi on évolue et qui va être plus adapté pour avoir une masse adoption de technologie blockchain. Effectivement, on viendra sur ce point. Et donc là, vous avez un peu décrit finalement le socle. Et là-dessus, Ghazi, donc vous venez apporter une espèce de couche supplémentaire de sécurité, donc avec l'encryption homomorphique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et d'où ça vient, pourquoi cette technologie? Oui, bien sûr. Donc, ce que j'avais décrit tout à l'heure, donc le FHE permet de faire des opérations sur des données chiffrées sans avoir à les déchiffrer. Donc, dans le contexte de la blockchain, un validateur va exécuter un smart contract sur des inputs chiffrés. Donc, il va prendre les inputs chiffrés, il va suivre les étapes du smart contract, va obtenir des outputs chiffrés, va pouvoir faire un consensus avec d'autres validateurs sur ces outputs chiffrés, se mettre d'accord que les outputs correspondent bien à l'exécution du smart contract et les stocker dans la ledger de la blockchain. Donc on est capable de faire cette exécution de manière complètement confidentielle. Ce que ça veut dire, c'est que les données sont publiques, tout le monde peut les voir, tout le monde peut les recalculer s'il le faut, comme dans toute blockchain publique. L'avantage, c'est qu'on peut faire les calculs sans savoir sur quoi on fait les calculs. Donc on peut vérifier que mon solde est correct en rejouant toutes les transactions que j'ai faites, mais on ne connaît pas mon solde et on ne connaît pas les transactions que j'ai faites. Après, il y a deux autres technologies qui se greffent au FHE. La première, c'est
ZK. Alors pourquoi le ZK, le Zero Knowledge Proof, la preuve, c'est parce qu'à un moment, je vais soumettre des données chiffrées à un smart contract. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je veux transférer 5 tokens. Donc je vais chiffrer les 5 tokens sur mon browser et les envoyer au smart contract pour lui dire « fais un transfert de 5 tokens ». Pour qu'il y ait pas d'attaque du type « je recopie ce que Thibaut a envoyé et je le renvoie au smart contract », l'utilisateur doit prouver qu'il connaît la valeur en clair. Donc il ne va pas envoyer la valeur en clair, il va quand même envoyer une valeur chiffrée avec une clé de chiffrement publique, mais il va quand même faire une Zero Knowledge Proof pour prouver qu'il connaît la valeur en clair, donc il a exécuté les étapes de chiffrement, ce qui permet en fait au smart contract de s'assurer que je suis bien, enfin que c'est bien moi qui ai fait la commande, l'appel de fonction, et je n'ai pas juste recopié l'appel de fonction de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est côté input. Maintenant, côté output, déchiffrement, à un moment, je vais vouloir connaître mon solde. Donc je vais vouloir déchiffrer les valeurs qu'il y a sur la base de données, donc de la blockchain. Et pour ça, je vais faire une demande de déchiffrement. La façon dont on fait le déchiffrement, c'est la technologie MPC que Thibaut vient de décrire. On le fait pour du déchiffrement, pas pour de la signature. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 15 nœuds. Chaque nœud va vérifier de manière indépendante que, j'ai le droit d'accès aux données que je veux déchiffrer. Donc, que mon adresse de wallet et que le ciphertext sont bien dans le Access Control List. Si oui, ils vont faire un déchiffrement partiel. Donc chacun des 15 nœuds ne possède pas la clé de déchiffrement total, on l'a shardé, et donc chacun va faire un déchiffrement partiel. Tous ces déchiffrements partiels vont venir vers moi, et c'est ensuite moi qui vais agréger et qui vais déchiffrer mon solde. Alors c'est une façon de faire qui permet d'empêcher les nœuds du MPC d'avoir accès à mes données, et donc tout en permettant, donc c'est un déchiffrement par seuil, tout en permettant en fait une certaine robustesse dans le protocole, c'est-à-dire que si 2-3 nœuds ne fonctionnent plus, le système continue à fonctionner parce qu'il y aura encore 10 nœuds qui protègent. Et en fait, du coup, je me permets de rebondir, parce que en fait, ce qu'on est en train de discuter là, et ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est que en fait, ces technologies-là vont permettre de donner à l'utilisateur toujours de garder cette ownership. C'est lui qui détient les données, mais en fait, il n'est pas exposé directement au secret critique qui est le secret qui permet de signer des transactions sur la blockchain. Parce que comme je l'ai expliqué, une fois que ce secret est exposé, il n'y a rien, il n'y a aucun contrôle qu'on peut faire pour empêcher les fonds de changer de wallet. Et donc en fait, d'exposer à l'utilisateur final un secret qui n'est pas le secret critique, mais qui permet d'avoir l'autorisation ou d'avoir accès aux données qui, elles, permettent de faire des signatures sur la blockchain, je pense que c'est vraiment ça, c'est là-dessus que l'écosystème doit vraiment travailler, et c'est vraiment ça, on va arriver en disant on garde la notion d'ownership tout en ajoutant des notions de sécurité par-dessus. Aujourd'hui, qui utilise principalement, enfin, que ce soit côté Defense ou Zama, qui sont vos clients? Vous travaillez essentiellement avec des acteurs pure crypto, ou alors justement ça s'ouvre bien au-delà d'acteurs qui sont natifs? Alors, dans notre cas, on lance le produit en juin, donc on n'a pas de clients finaux, mais on a des POC avec une vingtaine de banques et de DeFi. Donc, ceux qui ont été annoncés publiquement, il y avait JP Morgan, côté TradFi, et Circle, côté DeFi. Au final, c'est un besoin de confidentialité sur des blockchains publiques. Donc, si quelqu'un me paye mon salaire en stablecoin, je n'ai pas forcément envie que mon salaire soit public. Donc, on peut rester sur une blockchain publique tout en protégeant la valeur de mon salaire. Donc, ce serait par exemple JP Morgan effectivement, qui paye des salaires en USDC, et en même temps, on est capable de, tout en utilisant une blockchain publique, de rendre la transaction et son montant confidentiel. Alors,
Ce serait plutôt donc Circle qui offrirait une version confidentielle de l'USDC. Après, il y a beaucoup de DeFi qui sont dans tout ce qui est paiement de salaire et autres. JP Morgan, c'était plutôt de la tokenisation d'assets, enfin de securities. Et donc, c'était pour, là encore, protéger le cas si par exemple, j'ai une SCPI que je veux tokeniser, ça permettrait de la tokeniser sans que les gens puissent savoir combien je possède d'actions dans cette SCPI. Et vous, Thibaut ? Donc nous, on a été fondé en 2020 et donc assez rapidement, il y a eu ce qu'on appelle la crise FTX, qui en fait a été plutôt une vraie crise au niveau de l'image que représentait la blockchain et la digital asset. Et donc, au début, on a vraiment commencé à travailler avec des pure players de l'écosystème Web3. Donc, ça va être une entreprise DeFi qui va vouloir offrir à ses utilisateurs la capacité de créer des wallets d'une manière instantanée, juste en utilisant Face ID sur votre téléphone. Vous allez créer le wallet et puis après, vous allez pouvoir transacter sur la blockchain. Donc, offrir ce genre d'expérience très facile, sans avoir à écrire 24 mots sur une feuille de papier. Mais là, vraiment, depuis une petite année, il y a un vrai regain d'intérêt des institutions financières. Et donc, on voit beaucoup d'institutions financières, donc vraiment de TradFi, qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Pour l'instant, sur ce marché-là, c'est vraiment des institutions financières qui veulent faire de la custody, c'est-à-dire ils ne vont pas offrir des wallets qu'on appelle non-custodial, donc ils ne vont pas dire à leurs utilisateurs à eux, c'est vous qui avez le contrôle de vos wallets, mais par contre vous pouvez acheter des bitcoins via notre plateforme, puis nous on va conserver les bitcoins chez nous. Donc ils ont forcément besoin d'avoir une stack technologique qui leur permet de sécuriser leurs clés privées et qui leur permet de signer des transactions et de broadcaster des transactions, qui vont nous utiliser derrière. Mais voilà, ils vont agir en tant que custodian. On a vu que Boursorama a annoncé une expérience similaire. C'est pas encore des clients, mais on va tout faire pour qu'ils le deviennent. Mais voilà, c'est typiquement ce genre d'acteurs qui vraiment, là, on sent qu'il y a un vrai regain d'intérêt depuis une petite année, 6 mois. Et juste pour revenir sur un peu la question quand même de la sécurité, c'est vrai qu'il y a ce débat sur MPC qui serait un peu moins sécure parce que justement tu parlais de single point of failure. Il y en aurait peut-être davantage avec du MPC. Quelle garantie on peut apporter justement à des banques et des institutions qui se lancent là-dessus en termes de sécurité, de cybersécurité? Au niveau du MPC ? Ouais. Je pense que ça dépend quel type de banque. Des banques un peu plus orientées technologiquement, donc Revolut, des néobanques qui ont l'habitude de travailler sur des nouvelles technologies, elles vont être plutôt bien orientées au niveau du MPC. Ça ne va pas leur poser de problème et ça va leur permettre de déployer des solutions très rapidement. On a juste, nous, à Defense, on peut leur dire, voilà, vous prenez le code du signer MPC que nous, on fournit, et puis vous le déployez dans votre infrastructure. Et puis après, voilà, vous avez l'ownership des clés, et puis vous utilisez notre infrastructure pour créer des wallets, et elles vont pouvoir faire ça en quelques jours, quoi. Donc ça va leur... c'est un déploiement flexible qui va bien leur plaire. Par contre, au niveau des banques traditionnelles, et en fait, c'est assez compréhensible, c'est-à-dire ils ont quand même toute une notion de compliance et tous ces process-là en interne qui sont pour moi légitimes. Et en fait, je pense que le MPC, notamment juste pour la custody de fonds dont je parlais juste avant, ça correspond moins à leur modèle parce que
eux, la confiance décentralisée, c'est pas leur modèle. Eux, ils ont investi beaucoup d'argent dans avoir des clouds privés, des infrastructures privées avec une sécurité physique privée. Et donc, si on leur dit, vous déployez tous les signers MPC au même endroit, finalement, c'est mieux pour eux d'avoir un HSM et de sécuriser ça avec un HSM. C'est une technologie qu'ils connaissent. Et donc, en fait, je pense qu'on peut évoluer vers un monde, et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de fournir, où on dit, voilà, vous pouvez déployer du HSM et du MPC, et puis vous pouvez faire des transferts entre les deux. Par exemple, le MPC, c'est que des hot wallets. Ça vous permet de créer des adresses déposites à la volée, et puis en fait, c'est là où les utilisateurs retail ils déposent leurs fonds, et puis après, dès que les fonds touchent la hot wallet, ils sont transférés, ou 90% des fonds sont transférés vers un HSM, où là c'est plus du cold wallet, et donc c'est un peu plus lent, il y a besoin de plus de procédures pour avoir accès à ces fonds-là, mais ça correspond plus à un modèle de sécurité qui vous convient. Donc je pense qu'avoir une convergence des deux, et puis surtout au niveau de la régulation, c'est quelque chose qui va devenir assez important. Ça va être, c'est plus vers ça qu'on évolue. Il n'y a pas de, pour moi, le débat de dire il y a une solution qui est plus sécurisée qu'une autre, il n'a pas vraiment lieu d'être. C'est vraiment quel est votre cas d'usage, quel est votre modèle d'attaque et de quoi vous voulez vous protéger. Alors peut-être juste pour nous, en fait, dans le cas des partages de données, il y a toujours cette notion de à qui faire confiance. Donc s'il y a plusieurs banques qui veulent faire tourner une blockchain pour partager des données, partager des transactions, exécuter des transactions entre elles, se pose la question de qui va détenir les clés de déchiffrement. Et donc dans un HSM, c'est typiquement la banque qui détient la clé et donc le secret de tous ses clients. Mais si on a maintenant plusieurs banques, elles ne voudront pas se faire confiance les unes aux autres. Et donc le MPC reste la seule solution capable de mettre à pied d'égalité toutes ces banques et leur permettre de travailler ensemble sans avoir à se défausser la confiance vers une des banques concurrentes. Donc juste pour ajouter, si tu me permets, en parlant de la confiance, il y a une notion qui est aussi importante, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez un logiciel qui tourne dans votre infrastructure que vous pouvez être sûr que personne ne peut avoir accès à ce logiciel-là. Moi, j'ai un iPhone. Je ne peux pas vous garantir qu'Apple n'a pas accès à ma caméra ou ne peut pas activer mon micro, voilà, même si je l'ai physiquement avec moi. Donc, l'accès de qui a l'autorisation d'envoyer du nouveau code dans un signer MPC, même s'il tourne dans votre infrastructure, ou qui a accès aux API pour pouvoir demander au MPC de faire des transactions, c'est tout aussi important à prendre en compte quand on construit un modèle de sécurité. Et c'est une vraie notion qui souvent n'est pas forcément comprise dès le début. On a tendance à se dire, si je déploie les MPC chez moi, c'est bon, je suis tranquille, c'est moi qui détiens l'ownership. Pas forcément. Finalement, dans ce que vous faites, vous êtes quand même en train de dessiner un univers de la conservation des actifs numériques où finalement ça va davantage passer par de nouveaux tiers, que ce soit justement des banques déjà existants ou des acteurs qui sont en train de se créer, plutôt que par les individus, alors qu'effectivement, il y a 15 ans, on était parti de quelque chose de très porté sur chaque individu qui va lui-même détenir ses clés. Là-dessus, est-ce que vous pensez que finalement, on va peut-être revenir à la case départ, mais avec un système basé sur de la blockchain où on aura des intermédiaires qui permettront d'opérer des transactions protégées, donc pas divulgables à la vue et su de tous ? Ouais, c'est une vraie question. C'est aussi un vrai challenge technique au niveau de l'architecture qu'on fait. C'est-à-dire, en fait, quand on y réfléchit, Internet au début, la promesse était quasiment la même que la promesse du Web3, c'est-à-dire n'importe qui dans son garage peut avoir un ordinateur qui tourne, brancher un câble Ethernet et puis il peut fournir du contenu. Puis en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si Google s'éteint, finalement, ça peut casser beaucoup d'accès à plein de sites, ou si AWS s'éteint. Donc il y a une vraie centralisation qui s'est opérée. Est-ce que la même centralisation va s'opérer dans le Web 3 ? Je pense que c'est des acteurs comme nous qui avons aussi cette responsabilité de garder ça à l'esprit. Comme on l'a expliqué, je pense qu'il faut quand même garder cette flexibilité et se dire que
pousser toute la sécurité au niveau de l'utilisateur final et à dire à l'utilisateur final, si tu perds tes clés, tu as tout perdu, ça ne marchera jamais. Il faut avoir une notion de recovery et une notion de sécurité par rapport à ça. Mais pour moi, la chose importante et ce que je pense est important pour les gens, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir un scénario où la banque ou le custodian décide que vous ne pouvez plus avoir accès à vos assets, à votre fortune, à vos assets digitaux. Voilà, donc c'est ce scénario-là sur lequel il faut travailler. Et en fait, c'est possible via le MPC où on peut dire la banque, elle fournit une certaine sécurité, l'institution fournit une certaine sécurité, mais si cette banque s'éteint ou si elle décide si elle décide qu'elle veut couper mes accès, eh ben, j'ai des moyens d'aller retrouver mes accès parce qu'il y a une confiance décentralisée et donc il y a un avocat qui a en custody une partie des clés qui ne sont jamais utilisées d'une manière dans la vie de tous les jours, mais si besoin, je peux aller voir un avocat ou voir une autre institution et hop, on peut recréer un schéma derrière. Donc c'est ce challenge technologique qu'il faut mettre en place, à mon avis. Oui, c'est-à-dire, en fait, il y a un cadre réglementaire qui doit permettre la détection de fraude, le blanchiment, la détection du blanchiment d'argent. Et donc, tout ça, au fur et à mesure que l'industrie devient plus mature, si on veut pouvoir être au carré en termes de réglementation, il faudra qu'on laisse quand même un certain accès à des acteurs de type police, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, le rêve, il est là, mais il faut aussi empêcher le financement terrorisme, le blanchiment d'argent, etc. Donc, il y aura toujours ça à prendre en compte. Donc au final, on est un peu dans la phase où là, c'est d'abord de l'adoption. Enfin, j'imagine qu'effectivement, vous avez ces questions à l'esprit, mais là, vous êtes plutôt dans la phase où vous travaillez avec justement les entreprises crypto-natives ou non crypto-natives pour déjà qu'elles aient des solutions finalement d'onboarding parce qu'effectivement tout le monde ne va pas être en self-custody et c'est peut-être après qu'on se posera ces questions de centralisation, décentralisation, un peu comme on l'a fait avec Internet, c'est-à-dire qu'on a d'abord permis à Internet de se propager partout. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent, il y a 6 milliards d'êtres humains qui ont accès. Donc on est un peu dans cette phase selon vous? Alors pour nous, en fait, on donne la flexibilité aux développeurs de faire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent créer des smart contracts qui permettent d'offrir à un super utilisateur la possibilité de déchiffrer ou de donner le droit de déchiffrer à la police, si jamais ils le veulent. C'est aux développeurs de le faire. C'est un smart contract, c'est public, c'est visible. Tout le monde sait qu'il y a une procédure pour qu'on puisse faire de la détection de fraude. Et après, si l'utilisateur pense que ce n'est pas convenable, il peut décider de ne pas utiliser le smart contract. Il y aura des développeurs qui ne feront pas ce type d'accès. Nous, on offre la tech, on offre la possibilité d'être compliant et on laisse à nos clients, les clients bancaires seront plus dans la compliance et les clients DeFi, bon, il y en aura des deux côtés. Pardon, Thibaut, juste, je rebondis sur ce que vient de dire Isa là-dessus, sur l'aspect réglementaire, c'est qu'il y a aussi des débats sur qu'est-ce qu'un custodian. Typiquement, vous, aujourd'hui, vous êtes donc un fournisseur de technologie. Est-ce qu'à un moment donné, entre le fournisseur de technologie qui équipe une entreprise et in fine peut-être un vrai custodian, où se situe la frontière? Est-ce que ça ne va peut-être pas évoluer dans les années qui viennent? Justement, la frontière, elle est au niveau du cadre réglementaire, c'est-à-dire vers qui le client final va se tourner s'il a un problème ou s'il a besoin d'avoir accès à ses fonds ou s'il a une assurance et tout ça. C'est cet acteur-là qui va être l'acteur qui doit se réguler et qui doit mettre en place tout ce qu'il faut pour être compliant avec la régulation. Donc aujourd'hui, c'est le custodian et nous, on est le provider de solutions technologiques. Donc en fait, il faut qu'on soit en capacité de fournir aux clients tous les outils, toutes les informations qu'il a besoin pour pouvoir être compliant.
Donc des logs, des données, des actions, des schémas de déploiement, voilà tout ça. Mais in fine, c'est vraiment le custodian qui finalement a cette responsabilité-là, cette responsabilité légale. Donc s'il y a un problème, c'est lui qui va être légalement responsable devant ses utilisateurs. Et donc c'est lui qui doit être OK face à la régulation. Et donc nous, en fait, ce qu'on développe, c'est on regarde la régulation et on fait en sorte que tout ce que la régulation demande pour les providers techniques, ceux qui fournissent des solutions, qu'on soit complètement aligné avec ça et qu'on puisse fournir à nos clients toutes les garanties qui vont bien pour que eux soient régulés. Et sur la partie peut-être standard dans la conservation, je veux dire, aujourd'hui, il y a différentes technologies. Est-ce qu'on se dirige à l'échelle européenne, même mondiale, vers des standards à ce niveau-là ou des règles communes entre tous les acteurs ? Il y a quelques standards qui commencent à émerger. Au niveau du MPC, il y a le CCSA. Ouais. C'est ça ouais, CCSA. Bon, si je me suis trompé, vous pourrez dire que je me suis trompé, mais c'est un standard qui commence à émerger. Ça commence un peu à venir. Et puis en fait, en Europe, il y a quand même DORA et MiCA qui sont en train de mettre en place un framework, un vrai framework légal avec des vraies règles pour l'implémentation et pour les providers techniques qu'on est. Donc ça, voilà, ça je pense que ça va naturellement créer un cadre légal au moins en Europe. Et je pense que si c'est un succès, il va y avoir, ça va s'adapter un peu partout. Mais voilà, on n'a pas encore vu NIST ou des grands organismes comme ça créer une certification dédiée à la conservation d'actifs numériques. Oui, c'est-à-dire NIST opère à un niveau un peu plus bas. Donc NIST en fait a fait un appel d'offres, enfin un appel d'information pour tout ce qui est MPC. Donc on espère que notre schéma fera partie à terme des schémas shortlistés. Le FHE, même chose. ISO est en fait en train de standardiser le FHE. C'est une première étape avant que NIST ou l'ANSSI ou d'autres le mettent un sceau comme quoi c'est suffisamment sécurisé, parce qu'effectivement, dans la finance, en fait, les CISO des banques vont d'abord demander est-ce que ce standard, est-ce que cette méthode de chiffrement est assez bonne, ou est-ce que je prends des risques? Et donc nous, on veut les rassurer à ce niveau-là. Après, on n'a pas les mêmes problématiques parce que nous, on expose des données. Donc c'est des données publiques ou semi-publiques, et donc il faut donner toutes les assurances nécessaires pour que le CISO puisse nous adopter sans craindre avoir pris un mauvais schéma d'encryption. Non, super. On va prendre quelques questions. N'hésitez pas. On peut en prendre au moins 2 ou 3. Oui, monsieur. Petite question, les technologies du coup FHE ou MPC, est-ce que ça peut être une manière un petit peu de se protéger, de se prémunir contre éventuellement peut-être dans 10 ans l'arrivée des ordinateurs quantiques qui pourraient commencer à venir casser ces clés de sécurité? Est-ce que du coup ça viendrait renforcer la sécurité pour se prémunir un petit peu, voilà, un peu des solutions de se prémunir contre ça? Alors, en fait, le MPC, c'est un protocole qui permet de faire des signatures d'une manière donc décentralisée, comme je l'ai expliqué. Et donc, derrière, ce qui permet de se protéger des arrivées des ordinateurs quantiques, c'est vraiment l'algorithme cryptographique derrière. Donc, MPC, aujourd'hui, on peut faire des signatures MPC avec des algorithmes ECDSA et DDSA, qui permettent déjà de se protéger des ordinateurs quantiques. Donc en fait, ça fonctionne déjà aujourd'hui. Il n'y a pas de problème technologique là-dessus. Voilà. Et en fait, pour créer une stack qui est quantum computing resistant, c'est l'agilité crypto qu'il faut avoir, et donc c'est être capable de passer d'un
algorithme de chiffrement qui peut être cassé par des ordinateurs quantiques à des algorithmes de chiffrement qui sont résistants. Et aujourd'hui, MPC, il fonctionne sur des algorithmes de chiffrement et de signature résistants aux ordinateurs quantiques. Oui, et puis même chose. Donc pour le FHE, en fait, c'est déjà un algorithme post-quantique. Donc ça fait partie des grandes familles de Learning with Error qui ont été shortlistées. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser du FHE pour, par exemple, chiffrer une base de données. En fait, si on n'utilise pas, si on ne veut pas utiliser les données chiffrées, si on ne veut pas les manipuler tout en les gardant chiffrées, le FHE, c'est un overkill parce que ça, c'est pas fait pour ça. Mais disons que si la question est est-ce que c'est post-quantum, oui, ça l'est. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. Allez-y. Alors, le terme n'est pas décentralisé, mais permissionné. Donc, effectivement, c'est une blockchain permissionnée dans le sens où on ne laisse pas n'importe quel acteur faire tourner les nœuds du MPC. Alors, nous, on les sélectionne. Dans le cadre de nos clients qui font tourner ça on-prem, ce sera effectivement plus proche d'une blockchain privée. Dans notre cas, la distinction blockchain privée, blockchain publique, c'est vraiment qui peut voir les données. Donc tout le monde peut voir les données, ça devient une blockchain publique, mais c'est une blockchain permissionnée dans le sens où il y a un nombre limité d'acteurs qui peuvent faire tourner les nœuds de déchiffrement. La technologie en elle-même permet de rajouter, donc on commence par 15, mais je pense qu'à terme on pourra avoir plusieurs centaines. Mais la confiance est quand même nécessaire, donc on ne pense pas laisser n'importe qui faire tourner ces nœuds-là, parce que s'il y avait une coalition, c'est le même problème que la blockchain publique. Si on ne sait pas qui fait tourner, il pourrait potentiellement y avoir des attaques sur le déchiffrement même. Merci beaucoup. Une dernière question. Dans tous les cas, on pourra discuter après, mais n'hésitez pas. Oui. Il me semble que vous travaillez aussi avec des acteurs comme Stripe ou Bridge. Quand on s'adresse à ce genre d'acteur de la finance, la checklist en face qu'on a à côté CTO, CISO et compagnie, laquelle elle est voilà, vous êtes IFNS, vous êtes en France. Qu'est-ce qui va être pour eux la garantie qu'ils vont pouvoir vous truster en tant qu'acteur technologique? Oui, c'est une bonne question. Et j'ai envie de dire, limite, Bridge et Stripe, c'est pas les plus compliqués au niveau de la due diligence qu'on appelle la due diligence qu'ils font pour nous évaluer. Donc, Stripe et Bridge, ils ont quand même une bonne connaissance des technologies cloud, de cette flexibilité-là. Et voilà, donc ils vont demander des choses finalement assez classiques aujourd'hui qui sont certification de sécurité, SOC 2, ISO. Et ils vont faire ce qui s'appelle des sessions où moi, je vais discuter avec le CISO ou avec les équipes de sécurité de Stripe, et puis je vais vraiment expliquer notre infrastructure et notre modèle de sécurité et notre gouvernance. Et derrière, avec des certifications comme SOC 2, où on a quand même, nous, on a fait l'effort d'avoir plus de 70 contrôles, on va pouvoir leur montrer, voilà, ça a été audité par KPMG qui a vraiment validé notre gouvernance et tout ça. Là où c'est quand même beaucoup plus poussé, c'est quand on parle avec des banques, où là, vous allez déployer du code chez eux, et donc là, il faut vraiment montrer patte blanche, et c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs. Ce qu'ils vont regarder, donc, c'est toutes les certifications de sécurité, et aussi tous les audits que vous faites, et aller très en profondeur sur ce que votre code fait, comment il le fait, s'il peut être déployé dans des enclaves sécurisées qui vont être chez eux. Voilà, vraiment aller dans tous ces détails-là. Mais il n'y a rien de vraiment différent que pour un acteur du Web 2, en tout cas aujourd'hui, par rapport à mon expérience. C'est vraiment quel est votre stack technologique et comment on s'assure que vous êtes OK.
Super, merci infiniment. Vous pouvez les applaudir et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. Merci Raphaël.